Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ethnolinguistique et grand remplacement. Alors avant de continuer ces vidéos, il me semble important de clarifier certaines choses autour du peuplement de l'Asie du Sud-Est et notamment de la Thaïlande. Pour ça c'est important de rappeler ce que c'est une langue parce que pour les linguistes il n'y a aucune différence entre une langue, un dialecte ou encore plus un patois. Ça, c'est des termes qui sont plutôt politiques. Donc en linguistique, on parle de langue et éventuellement de variété dialectale quand il y a des différences au sein d'une même langue. Donc ces différences peuvent être d'origine phonétique ou sémantique au niveau du vocabulaire, mais ça ne change en rien la valeur de la langue. Nous, Français, on a un rapport à la langue qui est lié à notre histoire et notamment à la construction de l'État-nation et surtout depuis la Révolution française. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de créer une identité commune qui va tourner autour d'une langue commune qui va être diffusée notamment grâce à l'école. Et ceci au détriment des langues régionales qui vont avoir tendance à s'amenuiser, voire à complètement disparaître. On a perdu plusieurs langues en France et il y en a qui sont encore plus ou moins vivantes, voire moribondes selon les linguistes. Donc ça va concerner par exemple le breton, l'alsacien, le corse ou l'occitan, les langues occitanes en général, dont fait partie le provençal. En Thaïlande, on va avoir aussi des différences entre les langues et j'y reviendrai. Donc si on parle du peuplement de l'Asie du Sud-Est et notamment de la Thaïlande, il faut revenir longtemps en arrière pour avoir les premières vagues de peuplement importantes que vont être les Mon. Alors les Mon, c'est un groupe ethnique qui est apparenté linguistiquement au Khmer et c'est eux qui vont fonder le gros empire qu'on a appelé Dvaravati. Donc ces Mon vont être importants jusqu'à l'émergence de l'empire Khmer qui va les affaiblir et qui va les dominer. Et puis cette situation va perdurer en Thaïlande jusqu'à l'arrivée des Thaïs qui vont commencer à rentrer en Thaïlande au cours du premier millénaire. Et puis donc ces Thaïs, c'est un grand groupe ethno-linguistique qui vient du sud de la Chine, du sud-est de la Chine, comme on va le voir sur cette animation. On voit qu'il y a une diffusion lente et progressive vers le sud, et puis elle va s'accélérer à partir du 7e, 8e siècle, où là on va avoir une grande vague migratoire de ces Thaïs du sud qui vont rentrer au nord du Vietnam, du Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie. On aura aussi une forte poussée migratoire vers le nord-ouest en direction d'une région de l'Inde qui s'appelle l'Assam. Donc ce grand groupe qu'on appelle aujourd'hui Thai Kedai ou Thai Kedai ou même Kradai, c'est un groupe qui comporte énormément de langues. Donc le thaï, le lao en font partie, mais aussi le shan qu'on a en Birmanie. Donc les États Shan sont un regroupement de peuples qui parlent différentes langues, mais la langue dominante est la langue Shan, donc qui est assez proche du thaï officiel. Et puis si on remonte sur le nord de la Thaïlande, on va trouver une autre langue, donc c'est aussi une langue thaï, mais qu'on va appeler le Muang, qui est assez proche du thaï. Je pense qu'il y a intercompréhension assez facile entre le thaï et cette langue-là, mais on considère que c'est une langue à part entière. Ça va être la même chose avec le Pasalao, qui est la langue parlée en Isan, au nord-est de la Thaïlande. Donc c'est une langue qui est similaire ou très proche du laotien actuel. Le thaï officiel aujourd'hui est basé sur le thaï des plaines centrales d'Ayutthaya, de Bangkok. Et puis ensuite, au sud, on a le Pak Thai, qui est la langue des gens du sud. Si on remonte sur la Chine actuelle, sur le peuplement des gens qui parlent des langues Thai Kedai, on va avoir toute une mosaïque de langues qui sont réunies sous le terme de Shuang. Là, on a une douzaine de variétés dialectales de langues qui sont encore très vivantes et qui s'écrivent avec des caractères chinois, mais qui sont très proches phonologiquement, grammaticalement, des langues thaï de Thaïlande.
Et puis au niveau de l'histoire, quand les Thaïs vont rentrer en Thaïlande, ils vont au contact des Khmers changer de graphie en adoptant l'alphabet Khmer avant de le faire évoluer vers un alphabet qu'on va appeler l'alphabet Thaï, qui va se standardiser au fur et à mesure du temps. Donc ces Thaïs vont prendre le pouvoir politique en construisant leur première capitale à Sukhothai, avant de construire leur deuxième capitale à Ayutthaya. Ces Thaïs vont prendre le pouvoir au niveau politique, mais aussi linguistique, puisqu'ils vont dominer les Mon d'origine, qui vont avoir tendance à disparaître. Donc il va y avoir un peu de métissage, mais un déplacement du groupe ethno-linguistique des Mon sur la Birmanie. C'est eux qui vont construire le royaume de Pegu, avec l'oiseau mythique Hamsa comme logo. Cet oiseau, c'est la monture du dieu créateur de l'hindouisme qui s'appelle Brahma, qu'on va retrouver encore dans les populations Mon qui sont toujours présentes en Thaïlande, parce qu'on a quelques poches résiduelles de populations Mon. On en a une à Bangkok qui est autour d'un gros temple qui se situe au sud de la station de BTS Surasak, où on va retrouver l'omniprésence de ces symboles de l'oiseau Hamsa. Ce Hamsa, on ne sait pas trop au niveau mythologique si c'est un cygne ou une oie, mais on a plutôt tendance à pencher vers le cygne. Ils sont présents aussi sur l'île de Kokret, qui est située sur un coude du fleuve Chao Phraya au nord de Bangkok, et puis à différents endroits de Thaïlande, comme on le voit sur cette carte. Mais essentiellement, aujourd'hui, on les retrouve en Birmanie. Ces Mon, même présents à Bangkok, vont adopter, eux, un alphabet qui est très proche de l'alphabet birman et qui est très différent de l'alphabet thaï. Un jour, je reviendrai sur toutes ces graphies, mais juste pour vous dire que tous ces alphabets qu'on trouve en Asie du Sud-Est, donc le birman, le thaï, le khmer, le lao, mais aussi les alphabets qu'on avait présents en Indonésie, donc de Java, de Bali, sont tous des alphabets qui dérivent d'un alphabet originaire du sud-est de l'Inde, de la dynastie des Pallava. Et j'y reviendrai un jour. Qu'au fur et à mesure, le thaï prend place en Thaïlande, avec l'émergence de ces différences régionales, de variétés dialectales, mais ne va pas éliminer totalement donc ces Mon qui sont encore présents. Et puis on a aussi la présence des Malais sur le sud de la Thaïlande. Donc là, on est sur un territoire peuplé par des gens qui parlent une langue malayo-polynésienne, qui est très différente des langues thaï-kedai qu'on a dans le thaï, ou sino-tibétaine. Donc ces Malais continuent de parler leur langue, au moins au niveau de la famille. Et puis on va avoir encore la présence de gens qui parlent khmer à la frontière du Cambodge, sur l'est de Bangkok. Et puis on va évidemment voir tous les immigrés qui sont présents à Bangkok, notamment les Birmans qui sont très présents sur les chantiers de construction. Donc là, sur les façades des immeubles en construction, on pourra voir parfois du birman qui est écrit avec l'alphabet. Le khmer est un peu moins présent, mais c'est surtout le chinois qui va être important, puisqu'on va avoir une grande vague migratoire, donc plusieurs vagues migratoires. On a eu des contacts avec la Chine en Thaïlande depuis longtemps, mais c'est surtout au 19e siècle qu'on va avoir une grande vague migratoire de Chinois qui viennent du sud-est de la Chine, dans la région du Fujian ou de la région de Canton, si vous voulez, qui parlent des langues qui s'appellent Teochew. Et eux vont immigrer vers Phuket, mais surtout vers Bangkok. Donc aujourd'hui, c'est une grande composante de la société thaï. On estime qu'il y a entre 10 et 15% de la population en Thaïlande qui est d'origine chinoise. Et j'avais lu des recherches qui parlaient de 40% de la population à Bangkok qui avait un ancêtre chinois. Donc ces Chinois vont s'intégrer progressivement à la société thaïlandaise, mais surtout par l'intervention de ce Premier ministre duquel j'ai déjà parlé, Phipboun Songkhan, qui lui va faire des lois anti-chinoises pour les obliger à s'intégrer, en prenant des noms thaïs, en leur interdisant l'usage du chinois, en fermant les écoles qui enseignaient le chinois,
et aussi limiter l'impact de leur écriture. Alors, ça a bien fonctionné, hein. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les Thai Chinese sont totalement intégrés, sont totalement Thaï, ont le Thaï comme langue maternelle, mais gardent des liens un peu distants avec leur langue d'origine. Donc à travers l'écriture, si on va à Chinatown, on voit que la graphie chinoise, les sinogrammes sont omniprésents sur les enseignes. On le voit aussi dans les commerces tenus par des gens qui sont d'origine chinoise, où on va souvent avoir des idéogrammes, parce que les Chinois, les Thai Chinese, ont gardé un rapport fort à leur religion d'origine, qui est le Mahayana. Je vous en reparlerai, hein, les distinctions entre le Theravada, le bouddhisme de Thaïlande, et le Mahayana, le bouddhisme de la région chinoise, coréenne, japonaise. Donc qui gardent des liens forts qui vont se traduire parfois dans les écritures en langue chinoise. Donc ces Chinois sont très importants parce qu'ils font partie de réseaux marchands qui sont toujours en lien avec la Chine. Ils vont marquer aussi au niveau culturel la Thaïlande, puisqu'ils vont réussir à faire rentrer dans la culture thaï tout un tas d'éléments qui viennent de la culture chinoise. Et puis finalement, on a l'anglais qui sert de langue de communication avec tous les gens qui ne parlent pas thaï. L'anglais a du mal à s'imposer en Thaïlande. La majorité des Thaïs ne parlent pas bien anglais. Ils l'apprennent à l'école, mais un peu comme les Français, on a du mal à le mettre en place. Le thaï a beaucoup emprunté aux langues indiennes que sont le sanskrit et le pali. Aujourd'hui, il emprunte beaucoup à l'anglais, mais la phonétique thaï fait qu'on a tendance à transformer les mots et à les rendre totalement méconnaissables. On a par exemple les mots anglais fraise, strawberry, bière, beer, ou le mot duquel je vous parlais la dernière fois, svastika, qui vient du sanskrit svastik et qui finit en thaï en... sawadee. Alors pour résumer, on a une population d'origine que sont les Mon, qui ont été remplacés par une population qui vient du sud-est de la Chine, qu'on appelle les Thaïs. Donc j'en reviens au titre de ma vidéo où je parlais de grand remplacement. Donc dans ma bouche, c'est un peu une boutade qui fait référence à toute l'obsession occidentale actuellement et notamment française, d'une possibilité de remplacement de la pseudo-race blanche par un métissage et une immigration profonde. Donc si on considère l'histoire de France et qu'on estime que le territoire national d'origine est la Gaule, il faut savoir que le Gaulois d'origine a été métissé au contact des envahisseurs romains. Donc c'est ce qu'on a appelé le gallo-romain, qui a fini par devenir du romain, donc du latin. Et après les grandes invasions des peuples germaniques qui venaient d'Allemagne, donc ces peuples francs qui parlaient le francique, ont énormément enrichi et métissé cette langue d'origine en introduisant énormément de vocabulaire germanique et aussi une prononciation plutôt germanique du latin qui finit par donner le français qui, au niveau linguistique, est un créole. Donc il n'y a rien de négatif dans le mot créole, mais simplement c'est un métissage entre une langue de base enrichie énormément par un autre vocabulaire. En Thaïlande, on a un autre système. On a une langue d'origine qui a été parlée par une population qui, elle, s'est déplacée pour laisser place à une nouvelle population qui va imposer sa langue. Voilà, merci d'avoir écouté cette mise au point. Ça préparera le terrain pour d'autres interventions que je ferai par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous, à bientôt.